les Soninké disent dans les traditions de Yerere, hein, l'Empire de Ghana et les traditions de Yerere, Germaine Djeterlen et Djarasilla, je vous renvoie à ce livre-là. Il est question de l'origine des Soninké. Vous parlez de Dinga, c'est pas Dinga, c'est Dinga. C'est Dinga. Dinga ou Djabé. On vous dit que Djabé, le fils de Dinga, est parti à la tête d'une migration pour prendre possession des terres que son père avait conquises à Koumbi. Hein? Vous y êtes? Donc, Dinga a quitté l'Égypte parce qu'il s'était marié à une blanche. Mais c'est très intéressant. Les gens disent une femme à peau claire. Non, ce n'est pas une femme à peau claire parce que si vous vous mariez avec une femme à peau claire, vous n'avez pas de métis. Donc, dès qu'on parle de métis, ça signifie que Dinga, qui était noir, a épousé une femme blanche. Donc, en Égypte, à l'époque, les gens lui disent, ah, puisque tu as épousé une femme blanche, tu as eu des métis, tes enfants ne pourront pas hériter de tes charges. Dinga dit qu'à cela ne tienne, je vais conquérir un pays pour mes enfants. Et c'est comme ça qu'il a quitté Sona, Assouan. Il est arrivé à Koumbi, il a conquis tout un territoire et il est reparti sur l'Égypte. Une parenthèse. Il y a un problème. L'histoire des pharaons qui ont plusieurs femmes, il y a des cas où c'est ce problème de l'héritage qui a amené effectivement, quand la femme venait d'Asie, parce qu'il y avait beaucoup de mariages, ben, le pharaon Ramsès III. Voilà, il tenait à avoir maintenant une femme d'origine africaine qui va avoir des enfants qui vont régner. C'est le problème qu'on va connaître aussi dans nos histoires. C'est une parenthèse. Non, non, absolument. Les choses sont très claires là-dessus. Donc, Dinga retourne en Égypte et au moment de sa mort, il dit à ses enfants, il rassemble ses enfants, dont Djabé, Terekhine, il leur dit, bon, je vais mourir, mais je ne veux pas que vous restiez ici, puisque vous avez vu ce qui m'est arrivé. Alors, on ne parle plus de ces enfants métis, parce que ces enfants-là, Terekhine et Djabé, sont des enfants issus de ces mariages à Koumbi. Tout ça, c'est dans les traditions. Donc, si vous ne voulez pas faire de lien entre l'Égypte et comment dirais-je, et l'Afrique de l'Ouest, sans passer par le Sahara, mais on passe par le Sahara. Dinga fait ses conquêtes à Koumbi. Koumbi, c'est dans le Sahara. Il retourne en Égypte pour dire à ses enfants, il se marie là-bas, il a des enfants, Djabé, Terekhine et le Bida. Le serpent, le fameux serpent là, hein? C'est un jumeau de Djabé. Donc il retourne en Égypte et à sa mort, ses enfants exécutent ses volontés. C'est Terekhine qui normalement, en tant qu'aîné, aurait dû diriger la migration, mais pour des raisons, comment dire, sur lesquelles je ne vais pas insister, parce que c'est l'esclave de son père, qui était son compagnon et son complice, qui l'a écarté du pouvoir parce qu'il avait vu que ce bonhomme-là ne pouvait pas être un bon roi. Donc, il s'est arrangé pour que le pouvoir revienne à Djabé. Donc, Djabé part à la tête d'une migration, et cette migration quitte l'Égypte pour venir à Koumbi. Et la tradition nous dit que cette migration a duré 3 mois. C'est-à-dire qu'entre Assouan et Koumbi, les migrants ont fait 3 mois. Donc quand ils arrivent, c'est toujours la tradition qui dit que quand ils arrivent dans la région de Koumbi, ils trouvent les Kakolos, ce sont les fameux Kakolos, les Kaboros et autres, qui sont les populations autochtones, les populations paléolithiques là, qui étaient là. Donc personne n'a dit que la région n'était pas peuplée. Les populations, il y avait des populations que les Soninké ont trouvées là. Ces Soninké qui avaient des armes en fer, qui étaient mieux équipés, alors que là on en était encore à l'âge de la pierre. Donc les populations ont été vaincues. Et tout ça c'est la tradition Soninké, ce n'est pas l'égyptologie. C'est la tradition Soninké qui le dit. Les populations de Kakolo et autres là ont été vaincues et intégrées
dans le pouvoir soninké. Alors ceux qui n'ont pas voulu rester se sont enfuis et sont allés dans les falaises de Bandiagara. Vous savez comment les soninké, ils appellent le Djambo Diop, qui est nous, les Diobènes, notre totem. Mais eux, ils l'appellent le coq de Pharaon. Voilà. Le coq de Pharaon. Comment est-ce qu'on peut inventer ce mot? Oui, alors que... Maintenant, le débat, est-ce que c'est la grue couronnée ou c'est le diable? Mais ils l'appellent le coq du Pharaon. C'est comme ça que les soninké, ils appellent. Mais oui, mais parce qu'ils ont vécu à Assouan, ce sont eux-mêmes qui le disent. Donc, s'ils appellent ça coq de Pharaon, c'est-à-dire que ça confirme qu'ils ont effectivement côtoyé la civilisation égyptienne. Donc, les populations qui étaient là ont été vaincues. Certaines d'entre elles se sont enfuies, sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara. Et ce sont ces populations qui sont installées dans les falaises de Bandiagara qui ont amené une forme de poterie qui a été identifiée par les archéologues et qui existait également dans la région de Koumbi. Et cette poterie-là a été datée et elle a été et la date affiche 450 avant Jésus-Christ. Donc ce sont des populations chassées de Koumbi, de la région de Koumbi, par des migrants qui n'ont mis que 3 mois en route. Ce sont ces populations qui sont allées se réfugier dans les falaises de Bandiagara où elles ont inauguré une forme de poterie qui existait déjà là. Donc les archéologues ont comparé la poterie de Koumbi avec celle des falaises de Bandiagara et ils ont montré que les premières poteries des falaises de Bandiagara remontent à 450. Or, 450, c'est la période perse justement en Égypte. Parce que Cambyse est venu en 525 et les migrations sont parties sous Darius. Donc, entre 525 et 480, la datation des poteries, comment dirais-je, implantées dans les falaises de Bandiagara, comment dirais-je, correspond à l'avènement de Darius et de Cambyse. Donc voilà une date qui est obtenue à la fois par l'égyptologie, la tradition orale et l'archéologie. On parlait des Hyksos là. Non, ici c'est très clair. C'est très loin des Hyksos parce que 450 quand même c'est différent de 1800 à 1700. Il faut être sérieux. Il y a un décalage. Quand même, et ça, c'est la tradition, l'égyptologie et l'archéologie. Donc un faisceau de faits encore une fois. Moi je ne prends pas un fait isolé, dire que oui parce que j'ai softitré ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça remonte à la période Hyksos. Non, il faut quand même respecter la méthodologie. Ici nous avons 3 sources. La source égyptologique. Les gens parlent d'Assouan. Hein? Et ce terme-là, Assouan, mais vient de Sounou. Tu connais? C'est Sounou qui est devenu Souéné, qui est devenu Assouan. C'est très clair. Donc, quand les Soninké parlent d'Assouan, ils citent la ville, ils la décrivent, ils disent qu'ils sont venus avec 1000 chars. Et Hérodote par des transfuges. Voilà, qui sont allés vers le sud, vers le sud. Hein, ça, pour se mettre à la disposition du roi éthiopien. Parce que les pharaons étrangers, je crois que c'était avec les mercenaires grecs là, de l'autre là, comment il s'appelait? Samétique. Samétique II. Donc, il y avait des migrations à l'époque, ce n'était pas la seule. Donc les gens partaient. Alors, quand les Soninké parlent d'Assouan, mais ils décrivent la migration, ils disent que la migration est venue avec 1000 chars. Or, si on vous dit que les Soninké connaissaient le char égyptien, et ils décrivent le char, comment il était fabriqué, à quoi il servait, mais c'est exactement le char de combat égyptien. Ils sont venus avec le cheval. Le chef de la migration et tous les nobles étaient à cheval. Et le cheval se dit si en soninké. Et si c'est l'homme qui est à cheval. Absolument. Or, en égyptien, le nom du cheval c'est Sissou. Mais quand vous avez ces choses-là, vous ne pouvez pas dire que
les Soninké n'ont pas quitté l'Égypte puisqu'ils viennent avec le cheval, ils viennent avec le char égyptien et ils viennent avec le nom de l'esclave. Alors, j'ai actuellement un ouvrage sous presse qui va sortir peut-être dans un mois ou dans 2 mois où j'aborde la question de l'esclavage en Égypte. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'Égypte n'a pas connu d'esclavage. Or, les Soninké sont venus avec le nom de l'esclave en Égypte. Et c'est commun, le pluriel. Et le signe hiéroglyphique, justement, qui montre que c'est bien l'esclave, c'est ce que Champollion prenait pour un vase qui était en réalité pas un vase, mais un piquet pour attacher le cheval, pour attacher un animal. Donc, ils sont venus avec le nom égyptien de l'esclave. Mais quand vous avez tous un, Comé au pluriel. Ils sont venus avec des noms aussi, Sankaré, quelqu'un qui a fait égyptologie. Et si c'est... Sankaré, c'est un nom égyptien. Cissé montre que, en fait, le cheval se dit Cissé, c'est l'homme qui est à cheval, ou l'homme du cheval. Et c'est le même nom que le cheval portait en égyptien. C'est dans ce livre-là. Hein. Alors que le Wolof, lui, il dit Fas, et le Wolof est très proche des Arabes, Faras. Faras et Aiglé. Et le Poulard utilise un autre terme qui désigne cheval également. Pesèche. Pouchou. Ouais. Alors, quand on a ces éléments-là, mais vous ne pouvez pas renvoyer les migrations à la période, comment dirais-je, Ixos.